Alors, François Bloch-Lenné, qui est directeur du Trésor en 1947, qui va vraiment incarner cette vision de la modernité. La modernité, ce n'est pas les marchés financiers à l'époque, mais c'est au contraire cette domination de l'État sur les marchés financiers. Il va expliquer que l'art de la trésorerie, l'art du financement de l'État, eh bien, c'est de capter sur le marché des capitaux, afin d'en assurer le retour vers les caisses, les liquidités mises en circulation par le déficit budgétaire. Donc l'État distribue des moyens de paiement, distribue des services publics, mais il a aussi en retour un appareil de banquier pour récupérer l'argent en circulation par ses propres tuyaux, et du coup il ne lui est pas nécessaire, en quelque sorte, de passer par l'émission d'une dette marchande, l'émission d'un produit de dette. Il a les moyens techniques d'assurer son propre financement. Un autre dispositif, et le mot a l'air un peu technique, s'appelle le plancher de bons du Trésor. Alors c'est instauré en octobre 1948. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement le fait que les banques étaient forcées de souscrire à la dette. Elles n'avaient pas le choix, il y avait une réglementation qui imposait aux banques de souscrire un certain quota de dette publique, et elles ne pouvaient pas redescendre en dessous de ce quota, en dessous de ce plancher. Et c'était une manière pour l'État de contrôler ce que faisaient les banques des liquidités qu'elles avaient dans leur portefeuille. Et l'État s'assurait de cela en fléchant une partie, en gelant une partie de leur dépôt vers ses caisses. Et il utilisait ensuite cet argent pour financer la trésorerie à court terme. C'est l'équivalent des réserves obligatoires. Vous savez qu'aujourd'hui, les banques, la réglementation européenne impose que les banques mettent en pension une partie, mettent en sommeil en quelque sorte une partie, place une partie de leur disponibilité à la Banque Centrale Européenne, afin de garantir qu'elles en ont encore sous le pied. Elles prennent beaucoup de risques, mais elles ont de quoi garantir en quelque sorte leur solvabilité, et elles placent une marge de sécurité à la Banque Centrale Européenne. On a l'équivalent, si on fait un anachronisme important, mais sauf qu'au lieu d'être placé dans la Banque Centrale, cette portion de sécurité est placée en bons du Trésor et va servir ensuite à financer certains investissements dans l'économie et à financer les déficits publics. Donc on voit que par des moyens juridiques et administratifs, les banques ne peuvent pas délaisser les titres d'État, et elles doivent en quelque sorte maintenir un certain plancher d'acquisition de ces dettes. Vous voyez, ça change complètement la philosophie de la dette. Pourquoi? Puisque cette dette, on ne doit pas se soucier si elle est désirée, si les gens en veulent ou pas. On impose de la détenir, et en plus c'est l'État qui décide le taux d'intérêt. Il dit, voilà, vous devez souscrire à cette proportion de dette à un taux d'intérêt que je fixe avec vous. Alors évidemment, on peut négocier, c'est-à-dire que l'État ne cherche pas à ruiner entièrement le système bancaire et financier, mais il y a une coordination politique de ce prix de la dette. Le prix de la dette n'est pas laissé à une fixation sur un marché. L'autre idée importante, c'est que tout ça se déroule à robinet ouvert, c'est-à-dire que l'État est alimenté en permanence avec cette réglementation. Il y a une souscription permanente et forcée de ces bons du Trésor, et il n'y a pas besoin de se présenter devant le marché. Je ne sais pas si vous savez, aujourd'hui, plusieurs fois par mois, le jeudi, à l'agence France Trésor, donc c'est le dernier bureau, le bureau le plus élevé au dernier étage du ministère des Finances, vous avez un certain nombre de fonctionnaires qui ressemblent beaucoup à des traders, et qui ont une salle de marché, et puis ils proposent aux acteurs des marchés financiers de emprunter une certaine somme, et puis ils font face à des gens qui veulent bien ou ne veulent pas prêter, et il y a tout un enjeu de couvrir ou pas cette émission de dette, cette adjudication. C'est comme une vente aux enchères, et donc l'État va emprunter aux gens les plus offrants, c'est-à-dire ceux qui lui proposent le taux d'intérêt le meilleur. Mais on voit bien que ce taux d'intérêt, il dépend de cette séance de marché, il dépend de cette confrontation entre ce dont a besoin l'État et ce que veut bien lui donner les acteurs des marchés financiers. Donc ces instruments, ils n'étaient pas neutres aussi, ils emportaient une certaine vision de la politique économique. Et c'est bien, je l'ai déjà dit avec le général de Gaulle, mais de dire que l'intérêt général ne doit pas être lié aux aléas du crédit de l'État, aux aléas du désir des acteurs de la finance pour les titres d'emprunt à l'État. Et il y a bien l'idée que la monnaie, elle est produite par l'État principalement. Il y a un jeu de mots à l'époque, on associe Jean Monnet à la monnaie, et c'est souvent des adversaires qui parlent en ces termes, c'est-à-dire que l'État produit trop de monnaie avec ces dispositifs-là. Bloch-Lenné lui avait tendance à dire mais nous on assume d'engager ces moyens techniques, et grâce à cela on a construit des barrages avec des liquidités. Donc il fallait assumer que l'État produisait beaucoup de liquidités,
et il les captait en retour pour faire des investissements d'avenir. Et typiquement aujourd'hui, dans les débats sur la transition écologique, beaucoup s'interrogent sur la nécessité de revenir à des dispositifs de la sorte pour dire qu'on ne peut plus financer les transitions importantes dans l'écologie, on ne peut plus financer les projets d'avenir si on est complètement dépendant des acteurs des marchés de capitaux qui cherchent le profit, qui cherchent le rendement et qui ne seront pas forcément conciliants dans ces alternatives, dans ces modes de financement. Donc, tout l'intérêt de cette histoire, c'est que ces mécanismes avaient été mis en place pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient été mis en place dans l'urgence pendant le gouvernement de Vichy. Pourquoi ? Parce que l'État devait payer une indemnité de guerre à l'Allemagne et il y avait besoin de collecter un maximum de fonds dans des délais très courts. Mais l'idée de ces hauts fonctionnaires de l'après-guerre, c'est de dire on va pérenniser ce système et on va en faire autre chose et on va l'utiliser pour financer les dépenses importantes pour reconstruire le pays, reconstruire l'économie, servir à la planification de l'économie. Il y a bien l'idée que l'État est l'investisseur de l'économie, c'est lui qui, la puissance publique, c'est pas juste l'appareil technocratique, la puissance publique en général, et le politique sont décideurs des investissements importants dans cette économie. Dans les années 60, au milieu des années 60, et ça c'est une histoire qui est assez peu connue, donc avant 1973, des années avant, l'ensemble de ces dispositifs-là vont être critiqués au sein du ministère des Finances. Ça va être une controverse un peu confinée, qui fera pas grand bruit dans les journaux et qui sera limitée à ces enceintes feutrées du ministère des Finances, et on va évoquer la nécessité de revenir au marché. Et déjà à l'époque, on a un certain nombre de réformateurs qui vont expliquer qu'il est important, en raison de l'inflation, en raison de cet excès de production de monnaie par l'État, de revenir à des dispositifs de marché qui permettront à l'État de se discipliner. Ce qui est très intéressant, c'est qu'y compris au plus haut niveau de l'État, à la direction du Trésor, on a résisté contre ces réformes. Et un des principaux instigateurs de ces réformes, c'est Valéry Giscard d'Estaing, qui est ministre de l'économie et des finances en 1962, et qui va vouloir expérimenter le retour à des séances de marché, mettre fin, couper le robinet, fermer le robinet des bons planchers, et retourner progressivement à des dispositifs de marché, à ce que le taux d'intérêt sur la dette ne soit plus fixé par l'État arbitrairement, par le politique, mais revienne à la loi du marché. Et donc le directeur du Trésor de l'époque va s'opposer aux autorités, aux ministres. Ça ne va pas durer longtemps, il va finir par lâcher évidemment, mais on peut retrouver dans les archives tout un tas de notes techniques qui expliquent qu'il n'est pas nécessaire, qu'il serait même absurde de rompre avec ces dispositifs qui permettent à la puissance publique de se financer facilement. Et Maurice Pérouse explique que revenir au marché, ce serait un renchérissement considérable pour le Trésor, et un enrichissement sans cause pour les banques. Donc vous voyez l'idée, c'est-à-dire qu'on appauvrirait l'État et on enrichirait de façon illégitime le système financier. Et puis il y a aussi l'idée que, attention, si on met fin à ces dispositifs très techniques de gestion administrée de la dette, eh bien on va faire face aux aléas de ce qu'on appelle le crédit de l'État. Alors, le crédit de l'État, vous savez ce que c'est un État, il est crédible et il peut se présenter devant les marchés de capitaux s'il honore sa dette, s'il promet de ne jamais faire défaut sur cette dette, s'il promet d'être solvable, de la rembourser toujours à échéance, de servir les coupons d'intérêt. Eh bien, ce crédit de l'État, pendant de la sortie de la Seconde Guerre mondiale aux années 60, l'État n'avait pas besoin d'exposer son crédit de l'État. Ce système très technique permettait d'échapper aux aléas du crédit de l'État. Et là, vous voyez, Pérouse explique, le directeur du Trésor qui s'oppose, les risques de réaction de la presse et de l'opinion, difficilement contrôlables. Les gens vont critiquer la gestion des finances publiques et ça peut potentiellement faire monter les taux d'intérêt et ça ferait échapper au contrôle du ministre des Finances une des vannes qui contribue à l'alimentation de la trésorerie. Donc vraiment, il est sceptique, éminemment sceptique vis-à-vis de l'idée de rompre avec ce système administré de la dette, de se lancer progressivement dans les marchés. Alors ça, c'est une illustration de cette vente aux enchères dont j'ai parlé. Alors ça, c'est un dispositif de marché. Donc ça se passe à la Banque de France et il faut bien imaginer qu'à l'époque, ça se fait sous pli cacheté. Donc vous avez ici, dans le premier bureau, les autorités qui font face avec des professionnels de la finance et des banquiers qui vont acheter
souscrire à cette dette, qui vont acheter ces titres d'emprunt. Et les offres des prêteurs se font sous pli cacheté dans une enveloppe. Le Trésor regarde les différentes offres et va ensuite décider de servir ce qui l'arrange le plus, c'est-à-dire les taux d'intérêt les plus faibles. Et donc, les gens qui potentiellement exigeaient un taux d'intérêt trop élevé ne seront éventuellement pas servis, ne pourront pas souscrire à cette dette, et ils seront obligés de baisser leurs exigences. Donc, on a bien une confrontation entre l'offre et la demande, et c'est cette adjudication qui n'existait plus pour la dette dans le système administré que j'ai décrit, qui va être réintroduite par Valéry Giscard d'Estaing et en 1966-68 par Michel Debré, le père de Jean-Louis Debré, et Jean-Yves Abraire, qui a fait parler de lui par la suite dans le scandale du Crédit Lyonnais, qui est un inspecteur des finances et haut fonctionnaire. Et il explique bien que Jean-Yves Abraire va s'imposer au directeur du Trésor et lui faire comprendre qu'il doit appliquer cette réforme. Alors, Abraire, s'allie avec un certain nombre de personnels de la Banque de France, du Conseil national du crédit et dans les banques. Et donc, vous voyez, il y a un conflit au sein de l'État entre différentes élites d'État qui s'opposent sur la légitimité ou pas de revenir au marché. Et donc, Jean-Yves Abraire explique ces réformes de la fin des années 60. Elles ont fait paniquer ce directeur qui disait « Mais ma trésorerie, comment est-ce qu'on va financer l'État ?» Eh bien, par les taux, vous paierez le taux qu'il faut. Ça va coûter plus cher, oui, mais du coup, au lieu de dire « l'État, je fais ce que je veux », il va être obligé de regarder un peu plus près quand il s'endette, puisque la dette, c'est le crédit de l'État, c'est une maison de cristal, on fait face à l'opinion, on fait face au débat public, et on ne s'endette pas comme ça, on n'emprunte pas comme ça comme on veut par des décrets administratifs. Donc voilà cette logique du marché qui s'impose. Et puis la suite de l'histoire, on voit que les fondements sont posés dans les années 60. La suite de l'histoire, ce n'est qu'un approfondissement de ces structures de marché pour financer l'État, avec le développement de la dématérialisation. On va développer, là c'est le Minitel aujourd'hui, c'est complètement archaïque, mais bon, on pouvait souscrire au bon du Trésor par Minitel, et progressivement se met en place une intermédiation. Vous voyez, là j'ai essayé de contraster. Voilà ce que c'est qu'un bon du Trésor et ce qu'on détenait en propre, qu'on pouvait détenir chez soi. Donc ça date de 1957. Là, c'est un exemple d'un certificat de dépôt aux États-Unis. C'est juste pour donner l'idée de ce que c'est matériellement. Donc, c'est bien détenu par quelqu'un en propre. Et puis ici, vous avez les coupons d'intérêt, c'est-à-dire que le principal, vous avez déposé un certain montant d'argent et vous venez faire payer votre coupon d'intérêt à échéance régulière. Vous avez le droit de vous faire payer vos coupons à échéance régulière. Donc voilà ce que c'est que matériellement la dette, et c'est très intéressant puisque cette matérialité de la dette, elle a évolué dans le temps, et que ces bons ont disparu, ces bons physiques ont disparu. Aujourd'hui, c'est dématérialisé, et c'est surtout intermédié, c'est-à-dire que, comme je l'ai déjà dit, ce sont d'abord des établissements financiers professionnels qui vont aller souscrire à ces séances que j'ai montrées de la Banque de France. Et le particulier, il ne peut pas assister là, il faut être une maison de compte, une maison financière, et être inscrit, avoir un compte à la Banque de France pour pouvoir y siéger. Et il y avait eu des tentatives par certains hommes politiques, comme Edmond Alfandéry, qui était ministre des Finances de 93 à 95, qui avait cherché à redévelopper un contact direct avec les citoyens, à faire en sorte que les citoyens puissent prêter directement de l'argent, et ce qu'on avait appelé les obligations assimilables du Trésor aux particuliers, les obligations particuliers aux particuliers. Mais on voit que cette dette détenue en direct par les particuliers, elle est vraiment epsilonesque, elle ne représente rien, c'est moins de 0,01% de toute la dette émise. Donc la dette, c'est avant tout une affaire, au moment d'y souscrire, c'est avant tout une affaire de la communauté professionnelle de la finance. Quelques éléments, pourquoi tout ça a des enjeux éminemment importants pour nos démocraties. On parle d'obligation du Trésor, ça veut dire que l'État s'oblige à la rembourser, il émet un contrat, donc même si aujourd'hui c'est dématérialisé, les contrats juridiques existent toujours, il y a tout un certain nombre de clauses qui protègent la personne qui détient, qui a placé son argent dans cet emprunt. Pour faire un peu de sémantique, en anglais on parle de bond pour obligation, et c'est très intéressant parce qu'il y a bien l'idée de ce qui lie, de ce qui contraint, mais de ce qui lie aussi une collectivité à un État. En allemand, les dettes sont dérivées de Schuld, c'est la faute, la responsabilité. Il y a aussi la connotation positive de celui qui assume ses responsabilités.
Et le produit allemand, le produit de dette allemand, c'est le Bund, et ça fait référence à l'union, l'alliance, hein, ce qui institue le collectif. Donc on a la même idée qu'aux États-Unis. C'est quoi l'idée? C'est qu'il y a bien un contrat social qui se joue avec la dette, hein. Il y a bien l'organisation de la souveraineté et du contrat social souverain qui se joue à travers ces titres de dette, et que l'État s'oblige, il a des obligations, hein, il émet des contrats où il s'oblige vis-à-vis de certaines franges de la population. Et quand on remonte dans l'histoire, la Révolution française, avant la banqueroute des 2/3, ce que va faire la Révolution française, ça va être de reconnaître un certain nombre de dettes plutôt que de les annuler, et bien de reconnaître ces titres de dette et de dire on assure la continuité de l'État. La fondation des États-Unis, c'est la même chose, hein. Il y a bien l'idée que l'État assure la continuité et va rembourser ses dettes. Évidemment, à l'époque, c'est le développement de la bourgeoisie qui est détentrice de ses créances sur l'État.